Hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout va pour le mieux. Et c'est le plus grand souhait que je peux faire pour les compatriotes. Malgré cette situation catastrophique dans laquelle nous vivons, c'est l'hivernage. Surtout, j'ai une pensée pieuse pour les familles de Corentin qui dorment à l'heure là sous la pluie. Leur seul tort, c'est être les autochtones de Conakry, c'est être les Guinéens qui vivaient paisiblement sur la terre de leurs ancêtres. Ils ont hérité ce domaine de Corentin, de Conakry, de la Guinée, depuis des siècles et des siècles. Mais durant tous ces siècles, ils n'ont jamais vu ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Il a fallu l'arrivée d'un rejeton de Mandé, le sacrifice de Mandé, qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Mais au-delà des habitants de Corentin, je pense à toutes ces familles nombreuses qui vivent dans la peur, qui vivent sous l'eau, qui vivent dans l'insécurité totale. Je m'incline devant la mémoire de ces morts d'un accident sordide qui s'est passé à Mdalaï hier ou avant-hier. Que l'âme des morts repose en paix. Et je souhaite prompte guérison à tous les blessés de cet accident. Mais je me pose aussi la question, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter tout ce que nous voyons aujourd'hui? Je suis né en Guinée. Ça fait un peu plus de 50 ans maintenant. Mais je n'ai jamais vécu les drames, les calamités que je vois actuellement ou j'entends actuellement en Guinée. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai connu les 3 régimes. La première république, deuxième pour Alpha Condé, et puis bon, paradoxalement, les militaires poussistes, que ce soit Dadis, Sekouba Konaté, mais ce rejeton de Mandé, Mamadi Doumbouya. Il m'a, je sais comment dire ça, c'est un personnage qui m'a étonné. Parce que tout ce que Mamadi fait, c'est la première dans l'histoire récente de notre pays. Un beau matin de ce dimanche 5 septembre 2021, Conakry était calme. Il n'y avait rien comme d'habitude. Les tribitudes du 2020, élections, référendum, c'était passé 8 mois, 9 mois après. Les gens même avaient tendance d'oublier ça. Mais ce dimanche, d'abord ce samedi, la nuit profonde, il y a une colonne de plus de 50 pick-up qui ont quitté à plus de 130 km de Conakry, de Fourcaria à la base des forces spéciales, qui étaient sous l'autorité des milices américains, qui, je ne sais pas, ironiquement disaient qu'ils dormaient. Les 50 pick-up armés, équipés des armes que les Américains ont envoyées
pour entraîner les forces spéciales, mais c'était les armes pour déstabiliser la Guinée. C'était les armes. Mais qui était le président des États-Unis à l'époque du coup d'État? C'était Donald Trump. Et le même Donald Trump, hier ou avant-hier, il a échappé à un attentat d'assassinat. Parce que quand c'est loin de vous, là, vous savez, les Américains, c'est ça. Eux, quand leurs ressortissants font des bêtises sur les gens, il est protégé par la loi américaine. Aucune justice ne peut le juger. C'est aux États-Unis d'Amérique qu'on le juge. C'est pourquoi ils n'ont même pas signé l'accord de la CPI. C'est-à-dire, on dit un citoyen américain ne peut pas être poursuivi par aucune juridiction mondiale. Mais en revanche, quand toi tu as un pépin avec eux, ils déclenchent leur machine d'oppression. Allez-y aujourd'hui à la République populaire, République démocratique du Congo. Le tentative de coup d'État qui a échoué là pour éliminer Étienne Tshisekedi, il y a des mercenaires américains dedans. Il y a des mercenaires rwandais dedans qui sont attrapés. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont dit? De leur remettre leurs ressortissants. C'est ça, ces grandes puissances. Ils viennent faire du bordel chez nous. Eux, ils sont tranquilles là-bas. Mais comme Dieu sait faire les choses, parce que actuellement, aux États-Unis, on parle maintenant de coup d'État, de tentative d'assassinat d'un président. Certes, ce n'est pas la première fois. Hein. Depuis George Washington, on a connu. Bush père aussi a échappé à un attentat, je crois. Bon, bref. Je parlais des Américains qui ont aidé ce légionnaire français. Bien entendu, il y avait les Français dedans. Parce que, laissez-moi vous dire, le jour du coup d'État, la compagnie Orange Guinée a coupé toute liaison téléphonique d'Alpha Condé à l'extérieur. Ils ont coupé la ligne d'Alpha Condé. C'était sciemment fait. Hein? Et la récompense de ça, c'est quoi? Dès que Mamadi a fait le coup d'État, la première décision qu'il a prise, c'est d'annuler toutes les taxes et redevances sur Orange Guinée. Plus de 287 milliards de francs guinéens, Mamadi a annulé. Orange Guinée ne paye pas depuis le coup d'État. La récompense, c'était quoi? C'était d'isoler Alpha Condé, couper toute communication d'Alpha Condé à l'extérieur. Et il y a plein d'autres choses que la France, je ne peux même pas dire. Mais parlons de la situation actuelle. Je viens d'apprendre aujourd'hui même qu'à Beila, je crois plus de 9000 km de Conakry, 900 km, je voulais dire, de Conakry, Mamadi est en train de massacrer nos parents. Aujourd'hui, à l'heure là où je vous parle, ceux qui ont des parents à Beila, appelez-leur, prenez les nouvelles. Parce que Mamadi, c'est un bourreau. Qu'est-ce qui se passe à Beila? C'est l'irresponsabilité, la mauvaise foi de la société Rio Tinto qui avait licencié les gens depuis longtemps. Ces gens-là demandent leurs arriérés de 2 ans qui n'ont pas payé. Rio Tinto leur fait signer un document en disant non, qu'il ne va pas leur remettre, même s'il doit leur donner, c'est pour 1 année. Et sans compter, au lieu de prendre les enfants de Beila, on va aller chercher
c'est les Rwandais, les Ghanéens, c'est-à-dire Rio Tinto introduit au projet Simandou. C'est les étrangers qui viennent faire les... Ça ne demande pas beaucoup de compétences. C'est les gardiens de sécurité, les chauffeurs, les manœuvres. On va prendre les étrangers à la place des autochtones. Et la population de Beila s'est révoltée. Ils sont sortis massivement. Comme Mamadi, pour régler tout problème, lui, c'est la force des armes. Mamadi, avec ses miliciens, qu'il appelle les forces spéciales, ils sont abattus sur les gens. Actuellement, la population est assiégée, harcelée dans leur domicile. Certains même ont abandonné leur domicile pour rentrer dans les bourses. Et il y a un autre problème qui se passe dans beaucoup de villes guinéennes actuellement, surtout en forêt, c'est l'insécurité galopante. Vous savez, il y a des éleveurs, je ne sais pas comment on appelle les bœufs là, gros là, qui viennent du nord du Mali, qui se promènent partout. Et quand ils viennent dans les villes, en forêt là-bas surtout, Beila, Lula, ils laissent leurs animaux qui détruisent les champs des gens. Donc ce conflit aussi existe entre les éleveurs et les autochtones, les agriculteurs qui sont autochtones. Ce conflit est là. Mais Mamadi, pour lui régler tout, c'est la barbarie. Il envoie des militaires, ces bérets rouges-là, ces miliciens qui sont en train de massacrer les gens aujourd'hui à Beila. Mais dites-vous, il n'y a pas un jour que Dieu a fait sans que Mamadi ne tue une personne en Guinée. Il n'y a pas un jour à l'heure là qui passe sans qu'il y ait une manifestation quelque part dans quelques quartiers à Conakry. Tout le monde peut témoigner. Nous sommes assis sur une bombe. Une bombe, personne ne sait quand ça s'éclate. J'ai un ami qui est actuellement en séjour en Guinée. J'ai parlé avec lui hier ou avant-hier. Il me disait, il dit non. La Guinée, dès que tu rentres, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, de matin jusqu'en ville, il y a des barrages partout. Il dit, tu vois un climat d'instabilité, d'insécurité ambiante. Il dit, j'étais obligé, je suis monté à Kindia pour aller me coucher là-bas pour le moment. Et tout Guinéen conscient voit ça. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'aller à l'école ou quoi. Tout le monde observe ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons laisser Mamadi nous plonger dans quelque chose qu'on ne souhaite pas. Parce que la guerre civile, l'affrontement entre les gens, des fois, ça s'éclate comme ça. Hein, et quand ça s'éclate, pour l'arrêter maintenant, c'est ça le problème. Prenons l'exemple sur Libéria, Sierra Leone et tout ça. Il y a quelqu'un qui me disait, dans la semaine ou fin de semaine, à Kaloum, il y a des jeunes qui manifestaient, il semblerait, pour la libération de Founike Mengue et tout ça. Il y a une famille où il y avait des militaires, par coïncidence, une famille qui est aussi Doumbouya, qui se dit non, que eux, ils sont contre la manifestation des jeunes. Comme il y avait des militaires dans cette concession, ils commencent à tirer les fusils en l'air. Mais regardez-moi ça. Ils tirent les fusils en l'air. Je ne sais pas s'il y a eu des blessés ou les... Mais vous savez, c'est les étincelles d'une... C'est-à-dire d'un conflit ethnique en fait. Parce que Mamadi a ramené son incapacité à recruter les jeunes badauds de foi qui ne sont pas seulement malinqués, hein, mais il est parti aussi ramasser les gens partout. Imaginez-vous, avant le coup d'État, les forces spéciales, leur effectif ne dépassait pas 500 personnes. Grand nombre, c'était 500 personnes. Et ils étaient recrutés dans l'armée régulière.
C'était les gens déjà qui étaient dans l'armée, qu'on allait prendre dans l'armée de terre, dans la marine. On leur prenait comme ça pour leur mettre comme force. Mais Mamadi est venu, il est parti dans les bars, les enfants abandonnés. Ils sont passés de 400, 500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes près de 3500 à 4000 personnes. C'est-à-dire, il crée une armée dans une armée. Et ces éléments, ces miliciens-là sont formés par les instructeurs français que Macron a envoyés. Le camp de Kindia qui servait à la formation des casques bleus, les gens qui allaient pour le maintien de la paix ou la guerre contre le djihadisme, il a transformé le camp de Samouria à la formation de sa milice. Il y a à Forikaria aussi, leur base là-bas, c'est les Français qui sont là-bas. Et à Fotoba, l'île de Kassa, il y a un groupe aussi qui est là-bas. Je te dis, de 400, ils sont passés à 3500, voire à 4000. Et c'est les gens qui sont plus payés que les officiers supérieurs de l'armée régulière. Récemment, il a donné, comme Baba Bari, son cousin, c'est-à-dire c'est le fils de sa tante, la grande sœur à sa mère, la mère de Siaka Bari. Baba Bari, c'est le jeune frère de Siaka Bari, de Nyalem Bari, qui a été ministre de l'Agriculture aussi. C'est ce dernier qui est le numéro 2 des forces spéciales. Mais lorsque son patron était en formation en France aussi, parce que c'est les Français qui forment les bourreaux pour venir nous exterminer. Hein. C'est-à-dire les Français sont sur toute la chaîne d'oppression, du coup d'État jusque maintenant. Donc Baba Bari a donné, il paraît, il a donné 25 milliards ou combien de milliards aux jeunes d'aller déposer ça sur son compte. Les jeunes ont pris, ils ont fui. Et la nouvelle est remontée à Mamadi. Et les soldats maintenant de ces forces spéciales, ils commençaient à murmurer. Mamadi a eu peur que ces jeunes-là ne se révoltent dans les camps des forces spéciales et ça allait faire tache d'huile. Il y aura la mutinerie dans l'armée. Mamadi, il y a 2-3 jours, il a appelé tous les adjudants chefs des forces spéciales. Main en main, il a donné l'équivalent de 5 000 $ à chacun. C'est-à-dire 50 millions de francs guinéens. Il a donné une centaine d'adjudants-chefs. Mais les petits soldats maintenant, qui ne sont pas adjudants-chefs, mais qui sont recrues forces spéciales, ceux-ci ont commencé à grincer les dents. Ils disent, mais et nous? Donc il y a ça aussi qui bouillonne à l'heure là. Mais je vous parlerai le cas de Beila, l'enjeu qui est derrière, c'est-à-dire ce qui se passe. Vous savez, Mamadi, c'est un danger pour la Guinée, et aujourd'hui et demain, c'est-à-dire Mamadi ne peut ni apporter le développement à la Guinée, il ne peut ni garantir la sécurité des Guinéens. Mais imaginez-vous, un régime militaire, du préfet, gouverneur, sous-préfet, même certaines délégations spéciales, les maires, c'est les militaires, partout en Guinée. Mais ils n'arrivent pas à assurer la sécurité de la population. Depuis que Mamadi est venu, l'insécurité n'a-t-il pas quadruplé? Est-ce que les Guinéens se sentent en sécurité? Est-ce que les investisseurs se sentent en sécurité pour venir investir en Guinée? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Mamadi ne peut rien pour la Guinée. Mamadi ne fait que détruire la Guinée. Et la solution, il n'y a pas 1002 solutions. C'est le départ pur et simple de Mamadi. Et ça par tous les moyens possibles. S'il faut s'armer, armons-nous. Parce qu'il faut que le bonhomme la quitte. Sogo, il va quitter. Vous savez ce que sa femme fait actuellement? C'est à Kigali, près de l'aéroport international de Kigali. C'est là-bas qu'elle a ouvert un chantier de plus de 1000 logements
qu'elle est en train de construire avec l'argent pillé par son mari en Guinée. Sa femme actuellement ne passe pas plus de 2 jours à Conakry. Sa deuxième résidence est en Côte d'Ivoire. Allez-y dans le nouveau quartier de Côte d'Ivoire, ce qu'ils appellent là-bas Beverly Hills ou quoi. Tout un quartier, Mamadi, ça l'appartient. Quand je vous dis que les coups d'État dans nos pays là, ils sont aussi encouragés par les chefs d'État, certains chefs d'État, nos voisins surtout. Si vous voyez que Alassane Ouattara ou Paul Kagame acceptent que Mamadi, inégalement installé, prenne la richesse de la Guinée pour aller investir chez eux, c'est une façon d'encourager. Pourquoi Ouattara ne va jamais accepter qu'Assimi Goïta ou Ibrahima Traoré aillent investir en Côte d'Ivoire leur argent? Ouattara ne va jamais accepter cela, et ceux-ci même savent. Mais Mamadi, en Côte d'Ivoire à l'heure là, sa femme fait partie, disons, des plus gros investisseurs immobiliers en Côte d'Ivoire. Avec Papa Fofana, un rejeton là qui se dit conseiller de Mamadi. C'est un arnaqueur. Il est poursuivi aux États-Unis ici par le faux usage de faux avec les cartes de crédit. Il volait les gens sur Internet. Lui, il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a passé beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Et son ami intime en Côte d'Ivoire, c'est le fils de Sidya Touré, qui s'appelle, malheureusement ou heureusement, Mohamed Lamine Touré. C'est mon homonyme. Et ce dernier, c'est lui qui gère l'empire immobilier de Sidya Touré et le feu Mamadi Diané qui est décédé. Donc, c'est à travers le fils de Sidya Touré, Mohamed Lamine Touré, que Papa Fofana achète des domaines et des maisons en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a une sorte de boom immobilier actuellement en Côte d'Ivoire. Nous voyons tous sur les réseaux sociaux. Actuellement, Benjelville et Cocody, c'est presque devenu la même commune. Abidjan ne fait que s'agrandir. Tout l'argent volé ailleurs. Kigali, c'est la même chose. Paul Kagame, sa politique, c'est quoi? Tout ce que vous pouvez voler ailleurs, venez investir chez moi. Paul Kagame, le Rwanda n'a pas de richesse. Mais c'est au Rwanda où se trouvent les plus grandes usines ou sièges des multinationales pour le coltan. Le coltan vient de République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien que Paul Kagame, ces miliciens-là qu'on appelle, j'ai oublié leur nom, Goma, c'est leur siège. Ils ont créé l'instabilité en République démocratique du Congo pour piller la matière première de ce pays-là. Depuis plus de 25 ans, ce pays est instable. Et c'est fait par les hommes de Paul Kagame, qui d'ailleurs, qui fêtait son 5e mandat à la tête de Rwanda, et il a été réélu avant-hier là, avec 99% de voix. 99% de voix pour son 5e mandat. Mamadi n'a-t-il pas dit qu'il est venu à cause du 3e mandat d'Alpha Condé? Paul Kagame c'est son ami, non? C'est le seul ami parmi les chefs d'État en Afrique ou dans le monde même. Paul Kagame est le seul ami de Mamadi. Lui, il est sur son 5e mandat. Dites-vous, qui était l'envoyé de la francophonie pour superviser? C'était l'ancien Premier ministre, Mohamed Biavogi, qui était là-bas. Et ce n'est pas eux qui gueulaient en Guinée, nous sommes contre, 3e mandat et tout ça. Ils vont aller pour superviser le 5e mandat. Soyons sérieux, c'est la foutaise. Mais c'est à nous de corriger cette foutaise. Parce que on dit quelqu'un ne peut pas te dire que tu es petit, tu n'es rien, tu ne vaux rien, et que toi-même tu te dis, ouais, il a raison, ce qu'il dit comme ça. Ce qui est clair, c'est parce que je suis comme ça. C'est parce que nous acceptons. Mamadi n'a aucune autorité, ni légalité, ni légitimité. La force que Mamadi utilise là, c'est les circonstances qui le donnent. C'est parce qu'on a assis que Mamadi se sent fort.
Dans la vie, la force la plus puissante, c'est la force du peuple. Face à la force du peuple, aucun obstacle ne peut résister. Mais tant qu'on assis, on dit, bon, on attend l'autre, si l'autre ne bouge pas, moi aussi je ne bouge. C'est-à-dire, Mamadi va nous tuer tous comme les idiots. Il va d'abord, il est en train de détruire notre devenir, à plus forte raison, notre avenir et celui de nos enfants. Mamadi n'a aucune vision pour la Guinée. Vous savez, quand tu n'as pas de vision pour un pays, tout ce que tu fais, c'est catastrophique. C'est-à-dire, tu vis en... C'est comme si un avion en pilotage automatique. Il n'y a aucune réflexion derrière les actions de Mamadi. C'est pourquoi il y a du chaos partout. Donc, pour faire endormir, mais demandez les gens. Le caniveau qui montre aux gens, qui dit tunnel, mais regardez la maquette originale que Alpha voulait nous offrir. Et voyez le caniveau qu'il a mis à Bambeto là-bas. Les gens disent avec les pluies là, c'est plein d'ailleurs. Il y a l'eau, c'est tellement mal fait. Et ça, c'est plus de 70 millions de dollars que Alpha est parti négocier avec les Saoudiens. C'était en juillet 2020 que l'accord a été bouclé, le financement était bouclé. Ça devrait débuter le 17 septembre 2021, les travaux. Et ce bandit est venu le 5, 2 semaines avant le lancement de ce projet. Voilà ce qu'il montre. Allez-y au kilomètre 36 ou à Kabylie, ce qu'il est en train de faire. Regardez sur les maquettes originales. Je vous dis, ce bonhomme se fout de nous. Mais nous sommes assis en train de regarder. Mais il faut voir les immeubles qui sont en train de construire. Tous les domaines de l'État qu'Alpha avait immatriculés, recensés. Ousmane Gawal est venu. Il a mis le feu dans tous les documents. Vous saviez, les ministères qui brûlent là, ce n'est pas fortuit. Vous saviez, quand il y a un groupe de bandits qui prend le pays en otage, toute leur méthode de gestion, c'est la criminalité. Parce que leur inspiration, c'est ça. Donc, pour ne pas laisser de traces, ils mettent du feu. Ousmane Gawal a détruit tous les documents de recensement et d'identification de ces domaines qui ont été récupérés. Et même les domaines provenant de l'accord franco-guinéen que Sékou Touré en 1976, que, disons, le Sénat français a donné. Il dit tous les biens que les Français avaient en Guinée appartiennent à la République de Guinée même. Mais comme ils sont repartis, tout ça, ils ont donné à des parents. Donc, pour créer encore la confusion, parce que Alpha est venu, Alpha a réactualisé, il a tout fait, s'est battu. Les documents originaux qui étaient au Sénat français, on l'a remis à Alpha Condé. Sur cette base-là, ils étaient sur ça. Il y a beaucoup qui ont été identifiés, immatriculés, tout. Gawal, son rôle, c'était venir détruire tout ça. Si je vous dis comment ces petits bandits sont en train de détruire la Guinée, je vous dis, c'est pire que pendant la colonisation. Ce que ces jeunes-là sont en train de détruire la Guinée. C'est-à-dire, c'est pire que la criminalité. Ces gens-là, même la mort sera une petite sentence pour eux. Très chers compatriotes, l'heure est venue de nous faire nous-mêmes une sorte de violence personnelle. Parce qu'il faut que nous nous révoltons contre ces bandits-là. On ne peut pas laisser la Guinée détruire devant nous, au vu et au su de tous, et dans l'indifférence totale.
Allez-y aujourd'hui à l'hôpital Donka. Hier, c'était une dame, Madame Ba, qui est décédée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vaccin anti-tétanos. Elle est morte. Combien de personnes meurent par jour à cause de dialyse? Il n'y a pas de dialyse. Qui parle actuellement de la gratuité du césarienne? Il n'y en a pas. Donc, un patrimoine national est géré par une société immobilière canadienne qui prend Donka. Le Guinéen ne peut plus aller à Donka parce que ça coûte cher. Et puis, tout a été bousculé. C'est pourquoi quand j'entends les petits plaisantin comme Dansa Kourouma qui dit que qu'à l'État, c'est parce que ça a été mal fait les barrages, c'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas. Mais soyons sérieux. Mais que Dansa nous dise, est-ce que dans l'histoire récente de la Guinée, on a publié les résultats du brevet ou de bac où on dit qu'on va reprendre la correction de certaines préfectures? Est-ce que c'est arrivé? Jamais. Et quel est ce domaine, ce secteur aujourd'hui en Guinée qui n'est pas en chaos, c'est-à-dire désorganisé, rien? Quand tu prends sur le problème de santé, je vous ai parlé du dysfonctionnement de Donka, je vous dis l'arrêt de l'extension de l'hôpital sino-guinéen, c'est bloqué. Qui parle aujourd'hui de ces hôpitaux qui étaient, ils viennent dire hôpitaux régionaux, tout ça c'est du pipeau. Allez-y dans les hôpitaux préfectoraux. Il y avait un système de ravitaillement des médicaments essentiels. Les hôpitaux préfectoraux à Kérouané, un malade qui veut faire la radiographie n'avait plus besoin de venir à Conakry ou à Kankan. Il le faisait à Kérouané. En Bandiana, c'était la même chose. Alpha disait il faut rapprocher le bonheur à la population à la base. Il faut équiper les dispensaires. Il dit utilisons le malheur d'Ebola et de Covid-19 pour renforcer notre système de santé. C'est dans ça qu'il a mis. Le ministère de la Santé avait le 3e plus grand budget du gouvernement. Mais imaginez, regardez maintenant. C'est comme l'agriculture. L'agriculture en Guinée, depuis autant de Sékou Touré, on parle toujours l'autosuffisance alimentaire, le développement et tout. Mais laissez-moi vous dire, vous savez, en 1976, la Guinée était le pays en Afrique qui avait commandé beaucoup plus de tracteurs que n'importe quel pays. Pour ceux de ma génération peuvent le dire, peut-être les plus jeunes n'ont pas connu les FAPA en Guinée, ce qu'on appelait FAPA. C'était les fermes agricoles. Et à chaque fin d'études universitaires, chaque promotion, on envoyait les étudiants faire les stages dans les FAPA ou enseigner dans les écoles. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir comme prof d'économie le feu Kader Sangari à Kindia, je me rappelle. Il y a plein d'autres. Ils partaient dans les villages. Il y avait ces fermes-là qui étaient prises. C'était un peu une sorte de copie de système agricole soviétique qu'on appelait les Kolkov. C'était les coopératives agricoles. Donc on avait fait une mécanisation à outrance. Mais qu'est-ce qui a fait échouer cela? C'est-à-dire la manque de préparation psychologique aussi de la population, mais aussi ceux qui pilotaient le projet, ceux qui étaient sur le terrain. Il y a eu beaucoup de gâchis. Et puis à la mort de Sékou Touré, au lieu d'améliorer, changer, Lansana Conté est venu, c'était le feu Tiana Dianlo qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Il a pris une partie fer pour lui comme propriété privée. Lansana Conté aussi a pris certains tracteurs et on voyait, il n'y avait pas une ville, une préfecture en Guinée qui n'avait pas moins de 10 tracteurs. Tout le monde peut
témoigner, hein, ceux qui ont vécu à cette époque-là. Et dans les écoles partout en Guinée, on avait des matières qu'on appelait agriculture. Chacun de nous avait son champ. C'était une matière obligatoire. À l'examen, il fallait montrer ton champ. Comment tu as fait le champ? Est-ce que ça a réussi? On faisait le maraîchage. On cultivait même le riz à Dubreka, par exemple. Ma génération a vécu ça. Donc, il y a eu des politiques pour relancer l'agriculture. L'agriculture, surtout la culture du riz, ce n'est pas nouveau en Guinée. Hein. Parce que certains, vous savez, les Occidentaux, quand ils veulent se donner des valeurs, c'est nous qui avons envoyé le riz, ou c'est nous qui avons découvert ça. C'est faux. Nos parents Bagala, connaissant Boramagela, Boramale, la première documentation qui a été faite sur ça, c'était à Boké, c'était avec les Badante et puis les Bagas qui cultivaient ce truc-là. C'est là que les Portugais sont venus apprendre, ils ont envoyé maintenant au Brésil. C'était vers les 1500 et quelques là. Mais avec le temps, il fallait moderniser les méthodes de culture. Parce qu'on ne peut pas développer. Quand on dit que l'agriculture est la base du développement, c'est vrai. Mais faudrait-il que cette agriculture soit moderne? Parce que ce n'est pas l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire familiale, là, pour nourrir la famille, qui va être la base du... C'est l'agriculture moderne. Il faut mécaniser l'agriculture. Il faut aménager les plaines agricoles. Il faut construire les rizicultures, c'est-à-dire les rizeries. Il faut donner les engrais aux paysans pour augmenter la productivité. Et donc, de l'agriculture de subsistance, on passe à l'agriculture intensive. C'est ça qui était le programme d'Alpha Condé. Qui n'a pas vu avec le jeune Malien, Mohamed, je crois, Galassi, je ne sais pas si je dis bien son nom, il avait lancé une plateforme digitale qu'on appelait Kobiri. Et ils avaient plus de 10 centres repartis partout en Guinée. Tout paysan, il suffisait de payer par, disons, Orange Money. Tu payes Orange Money, quelques heures après, tu as le tracteur dans ton champ. Si tu as payé 5 heures d'utilisation, le tracteur est programmé pour 5 heures d'utilisation. Il vient, il laboure 5 heures. Après 5 heures, il ne peut plus labourer, à moins que tu repayes encore. Ce système, cette plateforme, c'était la première en Afrique de l'Ouest. La Guinée était devenue une sorte de pépinière, d'incubateur de cette plateforme. Les machineuses, batteuses, tu cultives ton champ. Tu n'as pas besoin d'aller mobiliser tous les jeunes du village pour venir t'aider. Tu actives sur Kobiri, sur ton téléphone, les machineuses, batteuses viennent te récolter ton champ. C'est ça la mécanisation de l'agriculture. Mais aussi on envoyait les techniciens agricoles qui passaient dans les coopératives, dans les maraîchers pour conseiller les femmes, leur distribuer les semences améliorées, leur donner les petits outillages, arrosage, bourriettes et tout. On a tous vu. C'est cela qui expliquait que le 50 kilos de gombo au temps d'Alpha Condé coûtait 240 000. Aujourd'hui, le même 50 kilos de gombo au marché de Madina, allez-y demander, c'est 1 700 000. Les raisons sont simples. Parce que Mamadi est venu détruire tout ce qui était là. Parce que l'agriculture, c'est d'abord une politique qui est derrière. Il ne suffit pas de prendre les machines comme ça, leur jeter. Mais il faut savoir quel est l'objectif que tu vises. Mamadi n'a ni la compétence, mais aussi il n'a même pas l'écoute. Parce que pour que quelqu'un, il n'est pas dit que
On connaît tout, on est savant, même le plus bête. Mais quand tu as des gens qui sont autour de toi, qui connaissent bien les domaines, ils te donnent les conseils. Mais toi, tu n'écoutes aucun conseil. Pour toi, c'est les fusils qui vont régler tout. On ne ment pas. Savez-vous que la Guinée, chaque année, on commande plus de 900 000 tonnes de riz pour combler le déficit de production en Guinée. 900 000 tonnes. Au temps d'Alpha Condé, c'était tombé jusqu'à 500 000 tonnes. On était progressivement, mais aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 900 000 tonnes. Est-ce qu'au temps de Alpha Condé, qui connaissait les périodes de soudure, c'est-à-dire à la saison pluvieuse, les réserves, on a semé et tout ça, et que les prix augmentaient, on ne connaissait pas ça. Le prix de riz était tellement stable, ça ne variait pas durant les 10 ans d'Alpha. Mais tout ça, c'est le management, c'est la gestion, c'est l'organisation, mais aussi c'est la discipline. Mamadi n'est ni éduqué ni discipliné. Mais comment peut-on laisser l'avenir de plus de 15 millions d'âmes dans la main de quelqu'un qui est irresponsable? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, très cher ami. Je vois Eric Stéphane, Kofi, Fabrice, Gianni, Barry. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Mamadi doit rester? Est-ce que Mamadi ne doit pas partir? Et quoi faire alors là pour faire quitter Mamadi? Parce que le plus tôt sera mieux pour nous. Aidez-moi. Dites-moi votre avis en commentaire. Parce que c'est tellement révoltant. Quand j'entends aujourd'hui certains qui continuent encore à chanter, Mamadi est en train de faire ça, Mamadi est en train de faire ça. Ah, Dieu, excusez-moi. C'est vraiment énervant. Il y a mon grand-père qui me disait souvent qu'un homme commence de mourir lorsqu'il refuse de défendre son droit. Lorsqu'il a peur de s'engager. Lorsqu'il se dit que c'est la fatalité. Que c'est en ce moment qu'on commence de mourir. Le désintérêt. Dire, c'est pas mon problème. Et pourtant, les conséquences de ces problèmes, tu le vis tous les jours. Et tu connais celui qui te pose ce problème. Si vous voyez aujourd'hui qu'à Conakry et tout ça, les gens, des problèmes d'électricité, c'est parce qu'ils ont connu, ils ont dit on avait l'électricité. C'était un acquis. Le Guinéen ne pensait pas que le 5 septembre, il allait perdre ce luxe-là. Parce que l'électricité, ce n'est pas le courant seulement qu'on voit aujourd'hui, l'éclairage, non. Au-delà de l'éclairage, l'électricité, c'est un outil de travail pour beaucoup de gens. L'électricité, c'est l'eau. Les pompes là, électriques, les grosses fontaines que Alpha avait installées dans beaucoup de quartiers à Conakry, aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de courant. Sans électricité, on ne peut pas avoir de l'eau. L'électricité, c'est la vie. Ça fait partie des denrées de première nécessité aujourd'hui. Quiconque n'est pas sur les réseaux, n'utilise pas l'Internet d'une manière ou autre, ce n'est pas seulement aller sur TikTok ou réseaux sociaux ou je ne sais. Non. Téléphoner sur WhatsApp, c'est sur Internet. Toute communication qui rend ce monde-là un gros village, c'est grâce à l'Internet. C'est l'autoroute du monde. Et cette autoroute du monde fonctionne avec l'électricité.
Quelqu'un qui vient, il coupe l'électricité, ou il coupe l'Internet, il dit que ce n'est pas votre droit. Et pourtant, c'est un droit naturel. L'Internet aujourd'hui, c'est un droit naturel. Et c'est ce vieux de 86 ans qui est venu populariser. Ils nous ont donné plus de 4000 kilomètres de fibres optiques. Je me rappelle encore, c'était les années 95-96, je venais de finir l'université, tout ça. Les puces téléphoniques en Guinée, ça s'achetait au coût des millions. Et d'abord, c'était les téléphones fixes. Dans le quartier, si tu as un téléphone fixe chez toi, mais dis-toi que tu deviens la poste du quartier. Je me rappelle, dans notre concession, il y avait à Kindia un téléphone fixe là. Mais les parents, leurs enfants qui sont de l'extérieur, ils leur disaient, bon, demain à telle heure, je vais vous appeler. Mais allez-y dans la famille Condé là-bas, à telle heure. Oh, tu venais, tout le monde, il y avait tellement de monde de fois. Tu te posais la question, il dit non, j'attends un appel. Deux fois, ça arrivait que les appels étaient même heure et tout ça là. On ne savait pas à qui servir. Mais vous savez, en Guinée, c'était ça. Un téléviseur, regardez le téléviseur dans le salon. Non, on le faisait sortir dans la cour. Nous sommes grandis dans cette ambiance-là. Même les clôtures de maison, il n'y en avait pas. Je me rappelle encore, mon père me disait, il dit non, je ne vais pas clôturer la maison, sinon les voisins vont me prendre pour il dit le méchant que c'est pas possible. Il dit mais ta tante quand il veut venir ici, tu veux qu'il contourne maintenant, il va comme ça. Et ton oncle qui est de l'autre côté là, quand il veut venir chez moi, quand on clôture, comment il va faire? Il va sauter la clôture. Donc c'était ça. C'est après tout que maintenant on se retrouve dans un monde où la Guinée est en destruction programmée. Parce que Mamadi, celui qui n'a pas pu améliorer ce qu'il a trouvé sur place, mais qu'est-ce qui peut augmenter? Tu n'as pas pu améliorer ce que tu as trouvé. Ça, ce n'est pas seulement question de... Parce que c'est l'électricité qu'on voit. Je vous ai parlé de ce qui se passe dans les hôpitaux actuellement. Demandez vos parents qui ont des maladies chroniques là, qui vont aller faire les dialyses, ils vous diront. D'abord, les prix, les coûts ont triplé à l'hôpital d'Onka. C'est pas... Et il n'y a même pas certains médicaments qu'ils avaient, ils n'ont pas ces coûts. Est-ce que le ministre de Santé, on ne l'a pas arrêté à cause de ça, qu'il a détourné quelque chose de 400 et quelques milliards? Mais qu'est-ce qui est sorti après? Parce qu'il n'est pas le seul. Mais allez-y, sur le plan de la sécurité même. Actuellement, il y a une dame qu'on a égorgée, je crois, à Bambeto ou à Amdala, à cause d'un sac. Aujourd'hui, à 19 h à Conakry, tu as la peur. Ceux qui criaient sur les réseaux sociaux, embouteillages, aujourd'hui, il y a des embouteillages monstres partout. Mais au temps d'Alpha, c'était pour jeter le diable, Alpha, c'était tout était mauvais et tout ça. Mais ceux qui disaient ça, est-ce que vous leur entendez aujourd'hui? Ils n'en parlent pas. C'est cette hypocrisie, surtout de l'élite guinéenne, qui me choque. Chers compatriotes, nous sommes condamnés à éliminer Mamadi sur la planète. Pas seulement la Guinée, parce que Mamadi, c'est un danger pour l'humanité. Mamadi, je dirais qu'il est né par erreur. Pour tout le respect que j'ai pour ses parents, mais Mamadi, c'est une erreur pour l'humanité. Parce qu'il n'ajoute rien de bien. Il vient détruire tout ce qui est sacré dans notre tradition et ce qui est sacré dans notre vie. Mamadi est venu dans le sang et il partira dans le sang.
Il n'y a pas d'autre manière que Mamadi parte. Parce qu'il est né avec cette douleur. Mamadi, c'est un criminel né. Quand je vous dis ce qui se passe actuellement à Bela, vous savez Rio Tinto? Rio Tinto, c'est une multinationale australienne qui utilise les fonds des pensionnaires américains, français, anglais, australiens, belges, les fonds de pension, c'est-à-dire l'argent de la retraite de ces pays-là, les ressortissants de là-bas. À chaque fois, ils nous envoient les documents si on veut acheter les actions dans les multinationales dont Rio Tinto. Donc Rio Tinto, c'est l'une des multinationales qui fructifie l'argent des retraités occidentaux. Mais pour fructifier ça, faire des milliards en un coup d'œil, ils vont en Afrique. Rio Tinto est en Guinée, laissez-moi vous dire, depuis 1905. 1905, Rio Tinto était le premier exploitant de la bauxite de Midi à Kassa. Pour ceux qui s'intéressent de l'histoire, parce que pour bien circonscrire les faits, il faut remonter sur l'origine. Ceux qui s'intéressent surtout à la géopolitique, ils cherchent de fois les coïncidences des dates, parce que les dates parlent beaucoup. Rio Tinto était en Guinée à travers la bauxite de Midi. C'était la première découverte de la bauxite en Guinée, c'était à Kassa. C'était sur l'île de Kassa. Et la bauxite de Midi, c'est Rio Tinto. À l'époque, ce n'était pas le nom Rio Tinto. À l'époque, on appelait Compagnie d'exploitation de Midi. C'est de là, parce qu'il avait promis qu'il allait construire l'usine de l'alimine. Mais à l'époque, il était en concurrence avec Pechini Afria. Pechini était avec les Français. Rio Tinto était avec les Anglais à Kassa, Pechini Afria. Les Français de Pechini, eux, ils ont construit la première usine d'alumine en Afrique, a été construite en Guinée, à Fria, l'usine de Fria. C'était dans les années 46-47, 1947. D'ailleurs, à l'époque, là, le barrage qu'on parle aujourd'hui, là, Soapeti était programmé. On devrait construire Soapeti, le barrage Soapeti. En 1957, les premières études ont été faites pour la réalisation du barrage Soapeti. C'était en 1945. Mais avec le référendum de 58, le nord de 58, on a déménagé le projet de Soapeti, on est parti construire l'usine au Cameroun. Donc, il fallait attendre 75 ans après. Alpha Condé a réhabilité les projets ancestraux. Tout ce que Alpha fait là, c'était programmé avant la colonisation, certains pendant la colonisation ou au début de la... Tous les barrages sur le cascade Concouré là, c'était programmé depuis 1945. Mais il a fallu l'arrivée de ce vieux de 76, de 86 ans, pour que ce rêve de nos grands-parents soit une réalité aujourd'hui. Et quand vous voyez ces malfichis, ces bonhommes venir s'arrêter, ah c'était mal fait, c'est ceci, c'est... Le consortium qui a construit le barrage, qu'État a concouru et continue même à construire à Maria, c'est le plus grand constructeur des barrages hydroélectriques au monde. Le plus grand constructeur. Quelqu'un qui vient son propre argent, il met 1,5 milliard
pour construire quelque chose, est-ce qu'elle va faire ça? Et la Guinée n'a pas mis dans Sois Petit en tout. La Guinée n'a pas mis un centime. C'est-à-dire, c'est le modèle de financement de Sois Petit était renouveau. La Banque mondiale a dit que le modèle que Alpha a utilisé pour Sois Petit et tout ça peut servir toute l'Afrique. C'est à cause de cela que Alpha a été choisi par tous les chefs d'État de l'Afrique comme coordinateur pour l'électrification de l'Afrique. C'est à cause de ses performances dans les négociations et ce renouveau. Mais vous savez, quelqu'un qui a la haine contre toi, quand il sait, il ne peut pas t'attaquer sur ta compétence, ce que tu as fait, il rejette la faute à l'autre en disant « Ah, c'est mal fait ce qu'il a fait ». Mais eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas atteindre. Durant les 11 ans, quand l'État Sois Petit fonctionnait, Conakry avait 24 heures sur 24, vous venez, une année après, c'est-à-dire après le coup d'État, jusqu'en 2020, ça fonctionnait bien. Vous mélangez tout, ça se gâte dans votre main. Vous dites non, c'est parce que c'était mal. Vous savez, c'est tellement facile. Mais c'est parce que nous leur écoutons. Il faut mettre le feu derrière les tortues là. C'est parce qu'on est assis, on le regarde faire. Mamadi ne connaît que le langage de la violence. Mamadi est né dans la violence absolue. Mamadi a grandi dans la violence. Il a grandi dans l'indifférence totale des parents. Mamadi, c'est un délinquant né. Il vit dans la drogue. Mamadi a fait ce coup d'État pour un instinct de survie. C'est ça, Mamadi. Donc, comme je vous parlais de Beila, vous savez, Rio Tinto, c'est les firmes multinationales occidentaux qui sont soutenues par les États occidentaux. Parce que c'est l'argent des retraités occidentaux et même certains actifs qui ont leur argent avec Rio Tinto. Ils donnent leur argent avec Rio Tinto. Mais comme en Afrique, ils font des bénéfices, c'est-à-dire qu'ils passent de l'entendement, c'est en Afrique qu'ils viennent faire des centaines, plus de 100% de bénéfices. Parce qu'il y a des lois en Occident, tu ne peux pas transgresser, même si tu es multinational, les lois sont sévères ici. Mais toutes les bêtises qu'ils font là, les corruptions à grande échelle, on donne. Aujourd'hui, Rio Tinto, qu'est-ce qu'il a fait? Actuellement, ce n'est pas les Justin Morel Junior, mais vous savez, la pauvreté aussi peut amener. C'est Justin Morel Junior qui est leur communicant maintenant, qui l'a. Donc Rio Tinto est venu, il a renvoyé tous les villageois de Beila. C'est-à-dire ce que ceux-ci avaient, les sociétés de gardiennage et tout ça, c'est les étrangers qui gèrent. Parce que le projet Simandou, Mamadi, par la complicité de Paul Kagame, c'est les Rwandais qui sont les responsables de ressources humaines. Dans un pays, toi tu viens chez quelqu'un, tu dis que le responsable qui doit gérer les problèmes sociaux, c'est-à-dire l'humain, ça serait un étranger qui ne connaît même pas comment votre culture, rien. C'est les Rwandais, c'est les Camerounais, c'est les Ghanéens, c'est les étrangers qui viennent. Donc les villageois disent, on ne peut pas comprendre ça. D'abord, on n'a plus d'emploi. Mais aussi, on vient, c'est les étrangers qui prennent notre emploi. Et l'argent que vous n'avez promis, avant, parce que lorsqu'on a fermé, ils disent qu'il y avait 11 000 travailleurs de Rio Tinto. Et ces 11 000 travailleurs sont actuellement en sauvage technique, malgré qu'ils disent qu'ils ont repris les travaux, c'est faux. Les travaux, effectivement, les travaux étaient en cours. Que le coup d'État ou pas, Rio, c'est-à-dire le projet Simandou, les Chinois étaient décidés de le faire. Mamadi n'a rien fait dedans. Imaginez-vous. La pagaille qu'il a fait dans la convention initiale. C'est-à-dire aucun Guinéen ne sait ce qui est écrit dans la convention réactualisée qu'ils appellent Juventus.
ce n'est pas public. Le document est tenu top secret. Aucun Guinéen ne sait ce qui est dedans. Quand je vous dis que c'est la méthode des bandits, vous savez, l'omerta, ça fait partie de la loi du silence. C'est comme ça que les mafiosi fonctionnent. Ceux qui ont vu les films des mafias, là, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, tu te tais, ce que tu connais dedans, tu dis seulement, on vient, on te tue. C'est à cause de ça que les Sadibas sont morts. Que... Mamadi, mais regardez, tous ceux qui sont venus avec Mamadi au départ, il y a beaucoup qui ne sont plus avec lui. S'ils ne sont pas en prison, ils sont morts. C'est ça la méthode Mamadi. Donc Rio Tinto est venu, personne ne sait sur quoi ils sont mis d'accord avec Mamadi. Donc ce projet-là, actuellement les Guinéens ne sont pas au courant d'un projet qui doit définir l'avenir de la Guinée. Parce que ce que les gens doivent comprendre, Simandou, ce n'est pas seulement le minerai de fer. Simandou, c'est au-delà du minerai de fer. Les minéraux, là, certes, ça va apporter un peu de sous à l'État, mais ce qui est important dans une exploitation minière, parce que le minerai est épuisable, ça va finir tôt ou tard. Ce qui est important dedans, c'est les infrastructures qu'on fait qui seront là pour 100 ans ou même au-delà. Faire plus de 700 km de chemin de fer de Kérouané à Fourkaria. Le train qui va circuler, il ne va pas transporter seulement la terre rouge, mais il va transporter les humains. C'est-à-dire quelqu'un qui veut quitter Zéro-Kouré aujourd'hui, il veut venir à Conakry, il n'a pas besoin de prendre les autos et tout ça. On sait que généralement, malgré les chemins de fer, c'est le moyen de transport plus ou moins sûr. Je ne dis pas que c'est 100% sûr, mais il est rare qu'on apprenne qu'il y a un accident et tout ça. Et le chemin de fer, c'est le moyen de transport qui peut transporter aussi beaucoup de marchandises à la fois. Donc ce chemin de fer-là qui quitte Kérouané jusqu'à Fourkaria va traverser toutes les grandes régions de la Guinée, les 4 régions naturelles de la Guinée, c'est-à-dire la Haute-Guinée. Il va quitter Kérouané, vient vers... ça passe vers Mandiana, Sigirim, Beila, Lola et tout ça là. Mais ça va traverser toutes les 4 régions de la Guinée. Et à partir de chaque grande ville, par exemple, à partir de Kankan, par exemple, on aura ce qu'on appelle les correspondances. C'est-à-dire, si Rio Tinto, le chemin de fer de Rio Tinto, passe vers Sigiri, donc faire un chemin de fer entre Kankan et Sigiri, ça ne serait pas trop difficile. Donc de Sigiri, tu peux prendre soit le train venir à Kankan pour aller directement à Conakry, ou le train de Sigiri, ça va directement à Kouroussa, ça passe vers Farana et tout ça. Donc ça va désenclaver la Guinée. Le déplacement sera plus facile. Mais aussi, à chaque construction de ces chemins de fer, il y aura plus de 2000 km de route bitumée qui sera fait. C'est ce qui rend le projet le plus coûteux actuellement en réalisation dans le monde. C'est le projet Simandou. Avec 14 milliards de dollars, c'est le projet minier le plus cher actuellement dans le monde. Alpha Condé a fait plus de 4 fois le tour du monde pour pouvoir conclure ça. Mais quand je vois ces malhonnêtes aujourd'hui, tu entends Baouri, pour eux, tout leur espoir, c'est sur Simandou. Mais qui pouvait parier? En 2010, Simandou n'appartenait plus à la Guinée. Il a fallu le combat de ce vieux de 86 ans, durant plus de 4 ans. Il y a FBI qui a intervenu. La 4e femme de Lansana Conté, Mamadou Touré, a été arrêtée aux États-Unis. Un des bras droits de Béni Semer, ce juif israélien qui a arnaqué la Guinée,
un de ses bras droits a été arrêté aux États-Unis. Il a été mis en prison. Mamoudou Thiam, qui était le ministre des Mines au temps de Dadis, a été arrêté aux États-Unis. Il a été mis en prison. Tout ça, c'est grâce à ce vieux. Syria le disait, il dit, Alpha, laisse tomber le problème de Simandou, sinon tu vas perdre ton pouvoir. Alpha dit, je préfère perdre mon pouvoir, mais Simandou retournera dans le portefeuille de la Guinée. C'est grâce à Alpha Condé qu'aujourd'hui on parle de Simandou. Mamadi a trouvé, il a trouvé, tout est bouclé. Les levées topographiques de Kerewana, Fourkaria étaient complétées. Les rails étaient commandés. Il y avait 2000 ouvriers et ingénieurs chinois qui étaient en Guinée avant le coup d'État. Le port à eau profond à Fourkaria, 60% des travaux étaient complétés. Sur le tunnel de 20 km à Madinaoula, 6 km étaient complètement définis. Donc quand ce gars-là vient, il veut hériter ça, Mamadi, si on laisse Simandou avec Mamadi, parce que Mamadi ne connaît même pas l'enjeu de Simandou. Il ne le sait pas. Mamadi, pour eux, comme Simandou, l'exploitation de Simandou peut rapporter à Guinée au minimum près, chaque année au moins 5 milliards de dollars qui nous reviennent comme redevance et taxes. Et au-delà de ça, on serait actionnaire dans Simandou. Et sans compter toutes les infrastructures. Parce que quand les rails passent, c'est la route aussi qui passe à côté. Et des milliers de villages qui seront désenclavés. C'est aussi créer des pôles de croissance, encourager les agriculteurs. On a vu à Boufa et à Fria, où on est en train de construire, on construisait les serres, là où on fait le maraîchage et tout ça. C'est pas pour rien qu'Alpha disait, répétait à toute occasion, qu'à part le Nigeria, la Guinée sera la deuxième puissance de l'Afrique. C'est parce qu'il savait ce qu'il voulait. Mais il n'a pas pensé que ce petit rejeton de Nabaya qui s'appelle Mamadi Doumbouya allait venir momentanément stopper ce élan. Parce que c'est momentané. Bientôt Alpha sera là. Parce que pour le bien de tous les Guinéens, qu'on aime Alpha ou on n'aime pas, la situation dans laquelle Mamadi nous a mis à l'heure là, la seule personne qui peut nous faire sortir dans ça, parce que connaît le dossier, c'est lui qui l'a fait, c'est Alpha Condé, c'est la garantie vie actuellement pour nous les Guinéens. On ne supporte pas Alpha parce que on partage les mêmes opinions ou quoi, non. Mais on est dans une situation de telle que la personne la mieux indiquée pour nous aider à passer quand même à travers cette situation malheureuse que Mamadi est en train, parce que tous les jours il nous plonge dedans, c'est Alpha Condé. Parce que c'est une évidence, c'est une réalité. Si vous savez ce que Mamadi a détruit, c'est-à-dire c'est le socle sur lequel la croissance et le développement de la Guinée doit être construit, Mamadi est venu détruire. Vous savez, une maison, quand le soubassement n'est pas bien fait, ou bien il y a un accident dans le soubassement, tu vas faire monter le mur, mais dis-toi un beau matin, la maison va tomber. Parce que Mamadi a détruit tout ce que sur lequel on voulait reposer notre économie. Le développement dans un pays, c'est vertical. C'est-à-dire, c'est à partir des bases. Tu mets les bases du développement. Maintenant, mettre, parce que le développement, c'est la succession des actions. Cette succession des petites actions de foi, mais tu dois assurer la pérennité de cette... S'il n'y a pas la pérennité dans la succession des actions, le résultat, tu ne verras pas. Mamadi est venu casser cette logique-là. C'est-à-dire, pour lui,
c'est montrer les trucs, il dit que les gens vont suivre. Ah, Mamadi est pas... Or qu'il n'y a pas de soubassement. Mamadi est venu détruire le soubassement. Ce que Mamadi fait comme ça, c'est le populisme. C'est faire croire aux gens qu'il est en train de travailler même faire. Mais regardez les routes que KPC a fait avec 2-3 pluies là. Tout. Allez-y aujourd'hui, son caniveau là qu'il appelle l'échangeur de Bambeto, tout est inondé dedans. Mais Mamadi le refait parce qu'il veut être là encore, il veut s'accrocher au pouvoir. Donc pour tromper les gens, il croit que les Guinéens sont les naïfs. Il fait les trucs comme ça. C'est les projets qu'il a hérités d'Alpha Condé, mais il a tout bâclé. Parce qu'il a trouvé tout était con, c'est-à-dire l'argent, tout était débloqué. Donc il vient, il se dit, c'est moi qui ai fait. Est-ce que vous l'entendez parler de la route entre Koya, Fourkaria et Pamalab? Parce que la BAD le demande de faire le compte rendu d'étape. Parce que dans tout projet financé par ces institutions, il y a ce qu'on appelle l'évaluation d'étape. À chaque étape d'avancement des travaux, il faut faire une évaluation. Et l'évaluation, ça va voir la qualité des travaux. On fait des contrôles. La sincérité, l'avancement, est-ce que l'argent qui a été débloqué dans la première phase a été bien utilisé? Est-ce que les matériaux utilisés pour la construction est bien fait et tout ça? Ceux-ci se sont rendus compte qu'il y a trop de manquements dedans. Donc actuellement, la deuxième tranche tarde à venir. Et vous avez vu comment les gens, la population de Fourkaria a saccagé les biens d'une société de sous-traitance rwandaise là sur le projet de Simandou. Le port de Morbaya à Fourkaria, avant le coup d'État, 60% des travaux étaient effectués. Mamadi est venu, il a arrêté tous les travaux durant 6 mois. Vous croyez que ça ne va pas impacter sur le délai de Simandou? Mamadi repose tout son espoir maintenant. Vous avez entendu Baouri, hein? Je te dis, les gens là se moquent de nous. Si nous laissons ces gens-là, c'est le devenir de nos enfants qui vont gâter. Parce que Simandou, c'est au-delà de cette génération. C'est la génération de nos enfants que Simandou aura des retombées réellement. Mais avec Mamadi, c'est la destruction totale. Lui, ne voit que le côté redevance et l'argent. Parce qu'il a même commencé à demander à des sociétés minières de le faire les avances. Saviez-vous qu'il y a des sociétés qui ont payé des taxes d'entrée en Guinée? Parce que dans le code d'Alpha, il y avait tous ces... C'est-à-dire, tout était programmé, cadré, c'est-à-dire, tout était rangé, quoi. C'était tellement bien fait. Mamadi sous-traite maintenant avec les sociétés de façon clandestine. C'est-à-dire, il s'en fout du code minier guinéen. Les Guinéens ne connaissent même pas... C'est la pagaille totale. Je vous dis, le jour que Mamadi... C'est ce jour-là qu'on va voir le dégât qu'il a fait en 3 ans. C'est pourquoi j'ai dit, Mamadi doit partir. Mais il doit partir maintenant et tout de suite. Et cela grâce à nous. Et tous les compatriotes guinéens qui sont actuellement en Europe, le 20, le samedi prochain, là, donnons-nous rendez-vous à Paris. Nous attendons les nouvelles que les organisateurs vont nous dire, parce qu'il paraît que le bandit viendra en Guinée pour signer le bail total de la Guinée à la France. C'est-à-dire pour tout. Vous savez, je vous ai parlé que tous les documents top secrets de la Guinée, Mamadi a donné ça à qui? À Henri Bernard Lévy. Beaucoup de sociétés minières aujourd'hui qui viennent en Guinée, c'est les sociétés françaises. Parce qu'ils détiennent toutes les recherches qui sont en Guinée à des milliers près. C'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les situations de nos recherches actuellement. Là où se trouve le diamant, là où il y a le coltan, là où il y a l'or. Parce que Alpha seul avait accès à ce document. Et Alpha avait gardé ça dans son coffre-fort
au palais Sékou Touria. C'est ça que Mamadi a pris pour donner ça aux Français. Qu'est-ce qui fait que la guerre au nord du Mali? Parce que la France ne voulait pas que les Maliens sachent qu'à Kidal, il y a une grande réserve pétrolière et gazière à Kidal. Donc les Français voulaient que ça reste dans la main des Touaregs. C'est lorsque les Maliens, l'armée actuellement de Assimi Goïta, lorsqu'ils ont récupéré Kidal, c'est là qu'ils ont vu des pipelines qui vont jusqu'en Algérie, c'est-à-dire les sondages, les tout. Ils ont trouvé même les aéroports aménagés par les Français à Kidal. Donc Mamadi, savez-vous que l'avion de Paul Kagame fait au moins par semaine 2 tours en Guinée? Il utilise l'aérodrome de Farana actuellement. C'est l'avion de Paul Kagame qui vient prendre l'or guinéen pour envoyer à Kigali. C'est ça. C'est-à-dire quand je vous dis comment Mamadi est en train de piller la Guinée devant nous, et nous voyons tous, et le malheur, la misère qui tombe sur la population guinéenne, et nous sommes assis, on le regarde. C'est-à-dire, c'est comme disait le feu président ghanéen Rawlings, il disait un enfant qui a grandi à côté des poubelles, il sent toujours l'odeur des poubelles là quoi. Et dit finalement son cerveau est habitué à ça. Et l'enfant, c'est-à-dire la senteur là, la mauvaise odeur là, ça ne le dit rien parce qu'il est habitué à ça. Il a grandi à côté des poubelles. Il dit c'est comme ça aussi dans un pays où l'immoralité est devenue banale, c'est-à-dire il y a eu tellement de mal et que ça se passe devant tout le monde, on banalise, c'est-à-dire l'immoralité devient normale. Donc, les bêtises que Mamadi fait, les gens se disent, bon, c'est normal. Mamadi peut tuer, c'est normal. Mamadi peut voler, c'est normal. Certains vont jusqu'à dire, ah, mais le pouvoir là, c'est son pouvoir. C'est son pouvoir parce que là, le fusil, il est parti braquer les gens. Donc, demain, un autre aussi va venir braquer. On dit, ouais, lui aussi, c'est son pouvoir. C'est ça que nous voulons pour la Guinée. Que n'importe qui prend le fusil, demain, il s'autoproclame président. Et que ces imams malhonnêtes, mal fichus là, disent, ouais, c'est son destin. Donc, cet imam-là, quand un voleur, un violeur vient violer sa femme ou son enfant, il va dire aussi, c'est le destin de sa fille ou de sa femme, parce qu'il a été violé. Mamadi a violé la République. Mamadi viole la souveraineté guinéenne. Mais on ne peut pas s'asseoir, regarder Mamadi, détruire notre pays devant nous sans réagir. C'est pourquoi j'ai dit que Mamadi doit partir. Il doit partir maintenant et tout de suite. Et ça, grâce à vous, grâce à nous tous, il faut que nous nous mobilisons. Nous pouvons tous faire quelque chose. Ne dites pas non, bon, moi je ne peux rien faire. Non, on peut tout. Tout le monde peut faire quelque chose partout où vous êtes. À ta petite échelle, nous pouvons tous informer. Parce que pour que quelqu'un se révolte sur sa condition de vie, il faut qu'il ait l'information. Il faut qu'il sache que sa situation actuelle de misère n'est pas une fatalité et qu'il y a quelqu'un qui est responsable de cela. Donc notre travail, c'est d'abord informer nos parents. Je ne dis pas de leur dire du mensonge, mais leur dire la vérité. Parce que quelqu'un qui se rend compte de la vérité de son malheur, il prend les dispositions pour corriger sa souffrance. Parce que la plus difficile chez un peuple, c'est de le convaincre que celui qui vient s'asseoir sur lui, qui le manipule, est en train de le mentir. Parce qu'il est plus facile
de faire accepter à un peuple des mensonges. Mais il est très difficile de convaincre un peuple que ce qu'on te dit là, c'est du mensonge. Parce que les populistes et les manipulateurs, ils manipulent les gens en achetant leur conscience. Mamadi a envoyé combien de milliards il y a quelques jours à Kankan lors du décès du père de Mori Kondé pour aller donner là-bas des sages dans les villages à Mandiana et tout ça là, suite au décès de Sadiba, pour aller dire aux gens là-bas que la mort de Sadiba n'est pas eux, c'est une mort naturelle. Une mort naturelle dont vous avez refusé, même les parents, la femme de Sadiba, de voir le corps de son mari. Aucun membre de la famille n'a vu le corps de Mamadi. Vous dites à la place de la famille, vous faites l'autopsie. Vous dites que vous avez fait l'autopsie. Et le tombeau de Sadiba a été, je ne sais pas si maintenant ils ont levé, il a été gardé durant 7 jours. C'est-à-dire, ils disent, tant que le corps n'est pas décomposé, on ne quitte pas là. C'est-à-dire, personne ne voulait, ils ne veulent pas que... Vous allez dire aux gens que ce gars-là est mort par une mort naturelle, qu'il a eu un choc psychotraumatisme, c'est-à-dire, il a eu peur et puis il a fait la crise cardiaque. Mais tous ces avocats disent que cette voix n'est jamais, il n'était pas malade au moment de tout. Mais dès qu'on l'a pris, après leur faux semblant jugement, quand on condamne quelqu'un à la prison, on l'envoie à la prison. Mais vous ne l'envoyez pas à une destination inconnue. C'est une expédition extrajudiciaire, ça. Devant aucune juridiction, vous pouvez... C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un, vous dites qu'il est condamné, mais vous ne l'envoyez pas à la prison. Vous l'envoyez quelque part, il meurt dans votre main. Il a fallu que les blogueurs disent ça publiquement, que vous venez dire 4 jours après, parce qu'ils ont dit qu'il est mort le 22 juin et tout ça. Là. Mais ils ont annoncé ça quand? Le 26 sur le truc. Donc, je vous dis, Mamadi, tout est faux chez Mamadi. C'est-à-dire, Mamadi, de sa naissance aujourd'hui, Mamadi a construit sa vie dans la fausseté. Tout est faux chez Mamadi. Hein. Mamadi, c'est un menteur congénital. Ça fait partie de son... Mamadi n'a pas ce code d'honneur. Il ne connaît pas. Il n'a pas ce code d'honneur. Et ce que les Guinéens doivent aussi retenir, Mamadi est venu casser ce qu'on appelle le code sacré de vivre ensemble en Guinée. Mamadi, en exhibant Alpha, il n'a pas choisi pour ne rien Bambeto, hein, le siège de Saint-Louis et tout ça. Là. Mamadi était venu sur ce élan. Je vais opposer les générations et des générations des Peuls et des Malinqués en venant exhiber Alpha dans le quartier, dans le fief de Selou. Mamadi l'a fait dans cette logique-là. Hein. Je sais qu'il a trompé aussi beaucoup de militants de l'IA parce qu'il ne va plus vers Bambeto. Il est parti aussi au cimetière de Bambeto. Il a fait semblant de pleurer. Mais Mamadi ne pleurait pas. Il était venu voir s'il y a encore beaucoup de place. C'est pourquoi il a continué à tuer par après. Ceux qui parlent de 40 ou de trucs mieux, mais je ne sais pas où est-ce que vous prenez vos chiffres là. Mais Mamadi a tué plus de 300 ou 400 personnes, c'est-à-dire à bas mot. Le 5 septembre déjà, qui connaît le nombre de morts? Mais après le 5 septembre, il n'y a pas un jour qui passe sans que Mamadi, par lui, directement ou indirectement, sans qu'il assassine quelqu'un à connaître, en Guinée, partout. Partout où il y a des grèves, c'est les gens qui meurent. Mais je ne sais pas ce que... Parce que au temps d'Alpha, il y avait, je crois, il y avait une association et un groupe qui faisait les comptabilités macabres. Là, ils étaient tellement... Mais je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, là. Parce qu'on ne leur entend plus parler. Mais, chers compatriotes,
Vous savez, il est difficile dans la vie, on dit qu'il est très difficile dans la vie de construire quelque chose de durable sur le faux. Parce que le mensonge, quelle que soit la durée, sera dévoilé. Et ce qui est clair, quelqu'un qui est détruit, quand il arrive à se reconstruire, il devient plus fort. Mais ce que Mamadi nous fait aujourd'hui, c'est parce qu'on est assis, on le regarde. Sinon, Mamadi a peur. Mamadi vit dans la peur. Depuis, ce n'est pas pour rien, quand il sort, c'est tout un camp qui est autour de lui. Mamadi, aujourd'hui, toute sa préoccupation pour lui, c'est sa garde rapprochée. Les bérets rouges sont mieux payés à l'heure là que les officiers supérieurs de l'armée. Il a déconstruit l'armée. Il a désorganisé tout ce qui a été fait comme réforme de l'armée. Et son parrain qui est Idi Amin l'aide dans ça. Leur objectif c'était ça. Mais vous entendez quelle presse, les médias complices, RFI, France 24, ils ne parlent pas de tout ça là. Ce n'est pas l'armée guinéenne qui a fait le coup d'État. C'est un groupe de narcotrafiquants qui ont manipulé un petit groupe de forces spéciales aidés par les mercenaires français, américains, sénégalais, bissau-guinéens et léonais qui ont fait ce coup d'État. Leur groupe a quitté Freeton, le vice-président de Freeton, il était au courant. C'est là-bas qui était leur base arrière. C'est de Freeton qu'ils sont venus à Fourcaria, de Fourcaria ils sont venus attaquer. Alpha, on a fait comprendre à Alpha bien avant. Ce n'est pas pour rien qu'Alpha avait fermé les frontières. C'est parce qu'il y avait des prémices. Il a dit à Macky Sall, il dit, nous allons faire les patrouilles communes devant toutes nos frontières. Macky Sall a refusé parce que Macky Sall, pour lui, le départ d'Alpha allait le donner, disons, du putsch pour qu'il puisse continuer à narguer les Sénégalais. C'est pourquoi, lorsque les 4 présidents voulaient le voir, lorsqu'on a arrêté Alpha, après le coup d'État, je crois le lendemain ou quoi, il y avait les 4 chefs d'État qui venaient, c'est-à-dire Ouattara, celui du Ghana, Macky Sall et Ambalo. Lorsqu'on est venu dire à Alpha, Alpha dit non, qu'il ne reçoit pas ni Ambalo ni Macky Sall, que Ouattara est celui du Ghana qui peut le recevoir. Si vous avez bien observé, suivi, ni Macky Sall ni Ambalo n'est venu. Macky Sall, c'est à l'aéroport, il était d'ailleurs dans son avion, que Ouattara l'a appelé, il a dit, bon écoute, ne viens pas parce que Alpha ne veut pas vous recevoir. Ambalo, la même chose. Ambalo, à l'époque, vous savez, il est venu par après en Guinée, il a même insulté les Guinéens à travers. Mais par après, Ambalo et Mamadi, c'est comme chien et chat, aujourd'hui, ils ne se parlent même pas. Nous connaissons la suite, on ne va pas rentrer dans tout ça. Vous savez, dans la vie, pour évoluer de fois, tu oublies certaines choses de ton passé, ou certaines choses, parce que un vrai leader se construit dans la douleur. Parce que pour être un grand leader, il faut avoir le dos large. Il faut prendre les coups. C'est à partir de ces expériences que tu te construis. Alpha, c'est plus de 50 ans de vie politique. Il me disait toujours que ma force, c'est ma conviction, c'est mes discours, c'est mes plumes. Il dit, je fais la politique avec la tête. Je ne fais pas la politique avec les armes. Il dit parce que on peut prendre le pouvoir avec les armes.
Mais on ne peut pas commander un peuple avec les armes. Parce que la force la plus puissante, c'est la force populaire. Et c'est la force la plus légitime. Parce que la puissance publique repose sur la légitimité populaire. On ne peut pas s'approprier de la légitimité du peuple pour venir écraser le même peuple. Mais sauf que ce peuple se rend compte de sa force, dire que c'est lui qui a le droit. Mais ce n'est pas un délinquant qui vient prendre des armes, qui prend toutes ses richesses chaque jour. Il a investi plus de 400 millions de dollars pour acheter les chars, les armements à l'heure là, on dirait notre pays est en guerre. Tout ce que Mamadi fait, parce que pour Mamadi, il a braqué un pays. Et ce pays devient dans sa main comme une patate chaude. Il ne sait pas quoi. Mamadi, c'est un suicidaire. C'est la mort. Il sait que sa sentence, c'est ça. Mais le plus tôt sera le mieux. Mais il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous assumons. On ne peut pas laisser ces petits bandits détruire la terre de nos ancêtres devant nous, sans rien faire, dans l'inaction. Chers compatriotes, l'heure est venue de dire stop à Mamadi. La fin est proche. Si nous le décidons, seul je ne pourrai rien. Ni vous seul vous ne pouvez pas. Mais ensemble, aucun obstacle ne pourra résister devant nous. Chers compatriotes, c'est avec plaisir que pour le moment, je vais vous laisser. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes les auditeurs les plus cool. Comme aime dire ma fille, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Portez-vous bien. Et bonsoir. Bye bye. Merci.